Généralement, avant de pouvoir lire quelque chose à partir du clavier, donc généralement les programmes affichent un message. Si vous voulez, ça va être utile, par exemple, pour indiquer qu'est-ce que l'utilisateur va introduire. Parce que, bien évidemment, vous pouvez faire tout simplement, par exemple, A égale input. Bien évidemment, c'est l'utilisateur connaît par cœur le programme et connaît ce qu'il est censé d'introduire. C'est normal, mais généralement, on associe un petit message pour dire, par exemple, veuillez entrer, par exemple, le nombre A, le nombre B, le nombre C, la valeur de ceci, de cela. Et ça, si vous voulez, c'est également possible avec input. Par exemple, si vous faites input, entre parenthèses, un petit message, et puis vous allez mettre donc le résultat dans F, donc voici ce qu'il va afficher. Donc par exemple, si je fais F égale input, et donc input c'est entre parenthèses, tout à l'heure, si vous voulez, on faisait input tout simplement. Donc là, par exemple, elle va attendre ce que vous allez introduire. Par exemple, si je vais lui introduire, on va dire une chaîne de caractères, par exemple, bonjour. Donc, au niveau de F, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver la chaîne de caractères bonjour. Donc, une chaîne de caractères, je vous rappelle, elle va être soit limitée par guillemets ou bien par des apostrophes, si vous voulez. Donc, ça, c'est une chaîne de caractères. Si, par exemple, maintenant, je veux associer ou je veux faire un affichage, par exemple, pour écrire un message tel que veuillez introduire une valeur ou une phrase ou un mot, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc, bien évidemment, on pouvait faire ça en faisant print et après j'écris le message, mais si vous voulez input avec input, donc il y a possibilité, input peut à la fois jouer le rôle de quelque chose qui va afficher quelque chose à l'écran et puis également lire ce que vous allez introduire au niveau de clavier. Donc par exemple, si je fais F égale input, et je mets par exemple, si vous voulez, un affichage, tel que par exemple, veuillez introduire un mot. Par exemple, je fais 2 points. C'est pas obligatoire les 2 points, bien évidemment, mais moi j'aimerais bien afficher un message, si vous voulez, complet. Donc là, c'est bon. Donc une fois que je fais entrer, en fait, je vais exécuter l'instruction que vous allez avoir ici. Et donc, ça, si vous voulez, je l'ai déjà dit, Python, donc c'est un langage interpréteur. Si vous voulez, il n'y a pas une étape de compilation avant. Il n'y a pas une étape de compilation qui va être séparée, mais si vous voulez la vérification syntaxique et si vous voulez la traduction donc de ce que vous écrivez ici, donc Python en langage machine, donc va se faire au fur et à mesure de l'exécution. Donc là, j'ai écrit le programme. Une fois que je fais entrer, donc là, elle va exécuter ce que j'ai écrit ici. Donc veuillez introduire un mot. Par exemple, je vais lui dire bonjour. Ou bien, par exemple, cette fois-ci, je vais écrire bonsoir. Donc, si vous voulez, ce que je vais introduire va être affecté sur le F. Donc, c'est ça, parce que si vous voulez, en regardant cette instruction F égale input quelque chose, donc, c'est déjà une instruction d'affectation, c'est-à-dire, je vais affecter à F le résultat de cette fonction. Et ça, c'est une fonction entrée-sortie, donc elle va afficher un message et puis il va récupérer ce que je vais écrire au niveau du clavier. Donc, ce que je vais écrire au niveau du clavier va être affecté à F. Donc là, il suffit de faire de cliquer sur la touche entrée. Et là, j'ai exécuté l'instruction. Donc maintenant, si par exemple, je veux afficher le contenu de F, donc il suffit juste de faire F comme ça et de cliquer sur la touche entrée. Je pouvais faire print F, comme ça, et ça va afficher la chaîne de caractères, si vous voulez. Donc si vous voulez, ça, c'est donc toujours au niveau de input, donc ça c'est une possibilité parce que généralement, quand on demande à un utilisateur d'un programme d'introduire quelque chose, donc généralement, on précède ça par un petit message pour expliquer à l'utilisateur à quoi ça va servir, ce qu'il va, si vous voulez, introduire ou entrer au niveau du clavier. Donc là, pratiquement, j'ai terminé avec si vous voulez, les fonctions de base, donc qui vont assurer
les entrées et les sorties. Donc les entrées, ça va servir à lire tout ce que l'utilisateur va introduire au niveau du clavier, et puis les sorties, ça va servir, donc print, ça va servir à afficher des résultats, à afficher des messages, à afficher tout ce que vous voulez au niveau de l'écran. Il y a une dernière remarque que je peux faire par exemple sur input. Par exemple, si vous écrivez input comme ça, input, et vous mettez par exemple le même message, veuillez introduire un mot. Toujours le même message. Et après vous faites, donc vous cliquez sur la touche entrée pour exécuter cette instruction. Donc là, il va afficher un message, et donc là, vous allez introduire quelque chose. Par exemple, je vais introduire quelque chose de différent. Par exemple, je vais écrire école. Je fais entrer. Maintenant, si par exemple, je veux afficher la valeur de F, la valeur de F n'a pas changé. Malgré que cette fois-ci, j'ai introduit un mot différent, qui est école. Donc, il m'affiche toujours bonsoir. Parce que là, si vous voulez, au niveau de l'instruction, j'ai pas fait une affectation, j'ai juste appelé la fonction. Donc si vous voulez, si vous faites ça, soyez sûr que sur la variable, donc il n'y a aucune modification. Donc ça, si vous voulez faire une telle instruction qui fait pas une affectation, donc qui sauvegarde pas ce que vous allez écrire au niveau du clavier quelque part dans une variable, c'est inutile. Ça sert strictement à rien. Donc si vous voulez, vous devez utiliser au moins la fonction input dans une affectation pour être sûr que la valeur, que ce que l'utilisateur va introduire au niveau du clavier va être sauvegardé quelque part. Quand je dis quelque part, c'est-à-dire dans une variable. Donc, essayons maintenant donc d'enchaîner, de continuer. Donc là, on va parler d'un type de données que j'ai déjà introduit, qui va être vraiment très très intéressant et va être très très utile, surtout en bioinformatique, parce que si vous voulez, ça normalement vous le savez, au niveau bioinformatique, si vous voulez, l'objet principal qu'on va manipuler, qu'on va analyser, qu'on va sauvegarder, qu'on va utiliser, généralement, donc ce sont les séquences, que ce soit les séquences nucléiques ou bien les séquences de protéines. Et si vous voulez, informatiquement parlant, une séquence, réellement, ce n'est qu'une chaîne de caractères. C'est vrai, l'alphabet, ça va être un alphabet particulier. Par exemple, pour les acides nucléiques, ça va être un alphabet composé de 4 lettres. C, T, G, A. Par exemple, si vous utilisez l'ARN, ça va être le U à la place de T. Et puis, pour les séquences protéiques, donc ça va être l'alphabet, ça va être composé de 22 lettres, si vous voulez. Donc, c'est les acides aminés. Donc, ça va être un alphabet particulier, mais à la fin, ça va être, si vous voulez, les séquences, informatiquement parlant, vont être représentées par le type chaîne de caractères. Et parmi les caractéristiques, si vous voulez, pas parmi les points forts d'un langage tel que Python, c'est, vous allez voir, la manipulation des chaînes de caractères, qui va être vraiment quelque chose, vous allez voir qu'il y a pas mal de facilité, il y a pas mal de, si vous voulez, de raccourcis ou bien des choses qui peuvent se faire de façon très simple avec Python, par exemple, par rapport à d'autres langages où c'est beaucoup plus compliqué que de faire les choses par rapport à Python. Je parle bien évidemment toujours de chaînes de caractères. Donc, si vous voulez, une chaîne de caractères, si on essaye de donner une définition à ce type de données, c'est un ensemble ordonné de caractères. Donc c'est déjà un ensemble de caractères, et ces caractères vont être dans un ordre bien particulier. Donc si vous voulez, ici l'ordre il est important. Alors, si vous voulez une variable donc de type de chaîne de caractères, par exemple, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, le fait de faire, par exemple ici, de faire CH égale, donc bioinformatique 1, de faire, donc là, j'ai déjà une variable, chaîne de caractères qui s'appelle CH. Je pouvais faire CH1, et cette fois-ci, utiliser les apostrophes. Donc là, pour les chaînes de caractères, si vous voulez, la valeur de la chaîne de caractères va être, donc,
de limiter par soit les caractères guillemets ou bien par caractère apostrophe. C'est exactement la même chose. Donc là, par exemple, je fais troisième année. Tout simplement, je fais ça, c'est bon. Donc là, par exemple, j'ai deux variables, CH et CH1, qui sont des variables donc de type chaîne de caractères. Alors, le nom officiel de type chaîne de caractères sur Python, donc pour le récupérer, je peux faire type CH. Donc si vous voulez, le type de chaîne de caractères au niveau de Python, c'est str. Et str, c'est l'abréviation de string. Donc string, donc je vais écrire ça, je vais essayer d'écrire ça. Donc bloc note. Donc string, par exemple, c'est le nom de ce type au niveau de Java. Donc str, donc c'est une abréviation de string, chaîne de caractères. Alors, les opérations, il y a donc ça, je l'ai déjà introduit plus ou moins sur les opérations arithmétiques qu'on pouvait faire, et je vous ai donné un exemple sur les chaînes de caractères. Donc sur les chaînes de caractères, je peux faire de l'addition et de la multiplication. Et si vous voulez, l'addition sur les chaînes de caractères, c'est le fait de concaténer ou de mettre une chaîne de caractères à côté d'une autre. Par exemple, si maintenant je veux, par exemple, si maintenant je vais utiliser une troisième variable qui s'appelle par exemple ch2 égale ch1 plus ch plus ch1. Voici ce que vous allez retrouver. Donc là, j'ai fait une affectation. Donc, si je veux récupérer le résultat de cette opération, donc il suffit d'afficher le contenu de la variable ch2. Donc, ch2 va être une chaîne de caractères. Donc là, si vous voyez bien, il a fait la concaténation de ch avec ch1. C'est le sens de ch plus ch1 sur les chaînes de caractères. Bien évidemment, sur les nombres, ça va être une addition normale. Sur les chaînes de caractères, donc ça va être une concaténation, c'est-à-dire le fait de mettre une chaîne de caractères à côté d'une autre. Donc là, il a fait ch, donc c'est en premier, bien informatique 1, et il a ajouté troisième année. C'est le contenu de la deuxième variable ou bien de la deuxième chaîne de caractères. Alors, bien évidemment, sur la concaténation, je peux faire des choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, si maintenant je veux un message ou bien une chaîne de caractères où le contenu va être bien informatique en troisième année. Donc, il y a le en qui manque. Donc là, par exemple, si j'utilise toujours ch2, donc ça va être ch plus. Donc là, je peux mettre une chaîne de caractères si vous voulez, en brut. Donc là, je fais par exemple un espace, je fais en, et puis un autre espace. Et donc ça, c'est une chaîne de caractères que je vais concaténer avec ch, et puis je vais le concaténer également avec ch1. Donc ça, c'est une opération de l'addition, donc de la concaténation entre le contenu de ch et la chaîne de caractères en, avec un espace ici et un autre espace ici, et puis donc une concaténation avec ch1 avec le contenu de ch1. Donc si maintenant je veux afficher le contenu de ch2, bien évidemment je peux faire ch2, puis je clique sur la touche entrée, ou bien je fais print ch2. Et donc là, bioinformatique 1 en troisième année. Donc il a fait la concaténation du contenu de ch avec la chaîne de caractères en avec le contenu du chaîne de caractères ch1. Donc c'est vraiment très très intéressant pour si vous voulez, comme opération sur les chaînes de caractères. Il y a également une autre opération que j'ai déjà introduite dans l'une des diapositives précédentes, c'est la multiplication. Et la multiplication, si vous voulez dupliquer une chaîne de caractères bien particulière
plusieurs fois, donc bien évidemment, il suffit donc de prendre cette chaîne de caractères en question et de lui faire fois 5. Bien évidemment, la multiplication va se faire pour les chaînes de caractères uniquement avec des nombres entiers. Donc là, par exemple, si vous faites S égale, donc là, par exemple, si je veux dupliquer le message ou bien la chaîne de caractères suivante, donc stop. Donc cette chaîne de caractères, étoile, stop, étoile, donc, si je veux la multiplier 5 fois, donc il suffit d'écrire cela. Donc ça c'est une multiplication, et puis ça c'est 5. Donc ça c'est une instruction d'affectation. Donc là, je vais dupliquer le message ou bien la chaîne de caractères étoile, stop, étoile 5 fois. Donc je fais entrer, donc le fait de faire entrer, donc cette instruction a été exécutée. Si maintenant je fais S pour voir le contenu de S, donc c'est stop 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là déjà vous voyez que par exemple cela, que ce soit l'addition, donc que ce soit la concaténation ou bien la duplication d'une chaîne de caractères, c'est quelque chose qui n'est pas possible de cette façon-là, ni sur, par exemple, au niveau de langage C, ni C++, ni Java. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui constitue quand même un point fort sur le traitement des chaînes de caractères avec Python. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui va être très très utile, vous allez voir, surtout dans tout ce qui est bioinformatique. Comme là je parle de chaîne de caractères, je peux faire une petite digression sur ce qu'on appelle les commentaires. Donc il y a possibilité d'ajouter un commentaire, c'est-à-dire une phrase ou bien un paragraphe au niveau d'un programme. Et vous voulez ce paragraphe ou bien ces paragraphes et ces phrases n'ont aucune influence sur le programme, sur son fonctionnement. C'est juste un petit message ou bien un petit quelque chose qu'on ajoute généralement sur les programmes pour que notre programme soit, si vous voulez, lisible, visible, compréhensible. Si quelqu'un d'autre, par exemple, va l'utiliser ou bien va ajouter ou supprimer des choses. Donc c'est ce qu'on appelle un commentaire. Et un commentaire au niveau de Python, c'est pour l'introduire, il faut d'abord introduire le caractère dièse. Par exemple, si je fais ça, A égale 6, donc ça c'est une affectation. Si par exemple maintenant je veux ajouter un commentaire sur cette ligne, donc là il faut introduire le caractère dièse. Je ne sais pas il est où, donc je vais le retrouver, c'est bon. Et donc là, par exemple, je peux écrire tout ce que vous voulez. Par exemple, là, je vais écrire ceci est une affectation Ceci est une affectation sur la variable A. Donc, si vous voulez, là, au niveau du commentaire, une fois vous introduisez le caractère dièse, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez après. Bien évidemment, quand je dis écrire tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Parce que si vous voulez, l'outil donc qui va vérifier Python, quand il va vérifier si votre programme respecte une certaine syntaxe, une fois il trouve le caractère dièse, il va s'arrêter, il va rien vérifier. Parce que si vous voulez, c'est un commentaire, c'est quelque chose en plus qui ne va pas influencer quoi que ce soit sur les instructions. Par exemple, maintenant, si je fais A, donc dans A, je vais retrouver 6. Donc ça, si vous voulez, un commentaire, c'est pas une instruction, c'est pas quelque chose qui va être exécuté, donc c'est pas quelque chose qui va influencer quoi que ce soit. Donc c'est généralement quelque chose qu'on ajoute sur les programmes pour que le programme soit compréhensible, parce que par moment ça peut nous arriver de développer un programme et probablement d'ici quelques jours, quelques semaines, on va oublier pourquoi on a fait ceci, cela, à quoi sert cette instruction, et ainsi de suite. Donc un commentaire, le fait d'ajouter un commentaire,
ça va nous permettre par la suite, par exemple, ou à quelqu'un d'autre qui va par exemple utiliser le programme, qui va par exemple rajouter des choses ou supprimer des choses. Donc votre programme va être toujours clair et compréhensible, que ce soit pour vous ou bien pour les autres. Alors, les opérations qu'on peut également faire sur les chaînes de caractères. Donc pour l'instant, j'ai cité tout ce qui est affectation. Donc ça, si vous voulez, ça change pas par rapport à d'autres types de variables. Donc c'est la concaténation avec l'opérateur plus, la répétition ou bien la duplication par l'opérateur étoile. Et puis par moment, ça nous arrive de vouloir connaître la taille d'une chaîne de caractères. La taille d'une chaîne de caractères, donc c'est le nombre de caractères contenus dans une chaîne de caractères. Par exemple, là on vous donne un exemple. Supposons que vous allez avoir donc une variable qui s'appelle séquence, où vous allez introduire ou bien affecter on va dire une séquence d'ADN. Par exemple, là, je fais vraiment n'importe quoi. Par exemple, supposons que vous allez avoir donc une séquence, celle-ci. Donc, bien évidemment, je peux l'afficher. Il est là, séquence. Supposons maintenant que vous voulez récupérer sa taille, c'est-à-dire le nombre de caractères contenus dans cette variable ou bien contenu dans cette chaîne de caractères. Donc là, vous allez avoir une fonction qui s'appelle long, c'est pour length, donc c'est len. Vous allez mettre entre parenthèses la variable en question. Et donc là, vous cliquez sur la touche entrée, elle va exécuter. Donc c'est 8. Bien évidemment, la longueur de cette chaîne de caractères, vous pouvez le récupérer dans une autre variable, supposons taille égale len séquence entre parenthèses. Donc c'est la variable que vous voulez récupérer la taille. Donc c'est une chaîne de caractères. Donc si maintenant j'affiche la valeur contenue dans la variable taille, donc c'est 8. Si je vérifie par exemple le type de séquence, déjà ça va être str, chaîne de caractères. Le type de la variable taille, à votre avis, ça va être un entier, int. C'est ce que vous voyez ici. Alors, parmi également les fonctions qu'on peut utiliser, c'est par exemple, si vous voulez, compter le nombre d'occurrences d'un caractère particulier dans une chaîne de caractères. Le nombre d'occurrences, cela veut dire que vous allez plus ou moins récupérer le nombre de fois où ce caractère apparaît dans cette chaîne de caractères. Par exemple, dans la séquence précédente, supposons que vous voulez récupérer le nombre de fois où le caractère T apparaît dans cette chaîne de caractères. Donc pour cela, donc vous allez avoir une autre séquence, si vous voulez, une autre fonction qui s'appelle count. Mais cette fois-ci, on va écrire séquence, on va faire point, puis on va faire count, donc c'est le nom de fonction. Et donc là, on va préciser quel est le caractère qu'on veut, si vous voulez, compter le nombre d'occurrences dans la chaîne de caractères séquence. Donc là, par exemple, supposons que je veux chercher le nombre de fois où le T apparaît dans cette chaîne de caractères, donc 2 fois. Je fais ça, c'est 2 fois. Bien évidemment, il y a vraiment d'autres fonctions. Par exemple, si vous voulez cette fois-ci remplacer un caractère par un autre, donc ça, par exemple, cela, par exemple, peut être, si vous voulez, quelque chose qui va être utile. Par exemple, si vous voulez transformer une séquence ADN en séquence ARN. Donc généralement, vous allez garder les mêmes acides nucléiques, sauf que le T devient U. Par exemple, si vous faites ça sur toujours la séquence
précédente. Si par exemple maintenant, par exemple, sur une nouvelle séquence, par exemple on va faire séquence ARN, vous faites donc la séquence précédente, point. Donc là, pour remplacer un caractère par un autre, bien évidemment sur toute la chaîne, et bien évidemment, on peut ici, je ne vais pas rentrer en détail, mais on peut par exemple préciser un intervalle. Par exemple, on peut lui dire juste remplacer juste les 3 premiers, les 4 premiers, les 5 premiers, ainsi de suite. Donc là, par exemple, si on essaye nous de remplacer un caractère par un autre sur toute la chaîne, donc on va par exemple toujours sur séquence, donc je vais juste l'afficher pour l'avoir. Séquence, c'est ce que vous voyez ici, donc ça c'est la séquence ADN. Supposons que maintenant, vous voulez récupérer plus ou moins la séquence ARN équivalente. Donc, ARN, donc on va faire séquence, donc après c'est l'ancienne, on va faire point, c'est la fonction replace, et on va lui préciser, de lui dire, on veut remplacer chaque T par, donc virgule, par un U. Bien évidemment, le fait de remplacer chaque T-min par Uracil, plus ou moins c'est pour avoir la séquence ARN équivalente. Donc je fais entrer, donc j'ai exécuté l'instruction, il n'y a aucune erreur. Donc là, il suffit juste de faire séquence ARN, comme ça, pour afficher le résultat. Donc là, si vous comparez la séquence ADN, on va dire initiale, et la séquence ARN, la seule différence, c'est vraiment dans le fait de remplacer chaque T par un U. Chaque T par un U. Donc là, il y en a deux. Donc, je les ai remplacés par le caractère U. Donc ça, si vous voulez, quelque chose également qu'on peut faire avec chaîne de caractères de Python. Alors, bien évidemment, il y a plein de fonctions qui vraiment permettent de faire pratiquement tout ce que vous voulez sur les chaînes de caractères. Bien évidemment, ici, par souci de temps, je ne vais pas tous les citer. Probablement, on les verra surtout et notamment dans les séances de TP. Mais par exemple, si vous voulez récupérer d'autres fonctions sur les chaînes de caractères, donc vous avez une fonction que vous, bien évidemment, vous pouvez utiliser sur l'outil de base de Python, une fonction donc qui s'appelle help. Et bien évidemment, help, entre parenthèses, vous lui précisez le nom de type, par exemple, que vous voulez avoir plus d'informations. Donc là, par exemple, si vous faites help str, pour avoir plus d'informations sur le type chaîne de caractères, donc quelles sont les fonctions que je peux utiliser, ainsi de suite. Donc il suffit d'écrire juste help et entre parenthèses str. Et donc là, elle va afficher. Donc d'abord, elle va vous donner quelques définitions. Et à un moment donné, donc bien évidemment, il faut lire la documentation. Donc ça, c'est une documentation officielle sur le type str, bien évidemment, écrite en anglais. Et puis, vous allez avoir les différentes fonctions qui existent. Donc là, vous les avez ici. Bien évidemment, il y a des fonctions particulières et ainsi de suite. Donc vous allez avoir par exemple count, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Bien évidemment, il y en a d'autres. Hein. Vous allez avoir find, par exemple si vous cherchez un caractère en particulier dans une chaîne de caractères. Bien évidemment, il y a d'autres fonctions très intéressantes. Par exemple, pour vérifier si la chaîne de caractères en question peut être, si vous voulez, plus ou moins convertie vers d'autres types. Par exemple, le type numérique ou bien type des nombres. Alors, il est où? Alors, je veux juste vous montrer la fonction replace qu'on a utilisée. Donc tout ça, ce sont des fonctions. Join, la fonction join, ljust,
lower, strip, replace, donc c'est une fonction qu'on a utilisée tout à l'heure, et ainsi de suite. Bien évidemment, cette documentation, si vous voulez, plus ou moins, est trouvable. On peut la retrouver avec une présentation beaucoup plus intéressante par rapport à ce que vous voyez ici, mais bien évidemment, par exemple, si vous n'avez pas internet et vous n'avez pas accès à la documentation officielle sous forme PDF ou toute autre forme, bien évidemment, sur l'outil de base, vous allez avoir toujours la possibilité d'accéder à une documentation, par exemple, qui peut bien évidemment vous dépanner si vous avez bien évidemment des précisions à avoir ou autre. Donc ça, n'oubliez jamais Help. Et Help, si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec tous les types de données, avec toutes les fonctions possibles, si vous voulez. Par exemple, ici, je peux faire Help, on va essayer. Help, par exemple, sur Print. Et donc là, on vous donne de la documentation sur la fonction print. Donc c'est la fonction qu'on a utilisée tout à l'heure pour afficher des choses sur l'écran. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose, help, input et ainsi de suite. Alors, maintenant on va passer à, si vous voulez, à une structure de données très utilisée. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, dans tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, donc j'ai utilisé donc bien évidemment les variables, et puis j'ai fait une hypothèse plus ou moins implicite que dans une variable, je peux mettre une seule valeur. Bien sûr, la valeur peut être un nombre entier, un nombre complexe, un nombre réel, une chaîne de caractères, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, jusqu'à maintenant, et par définition, chaque variable que j'ai utilisée, bien évidemment ici, toutes les variables que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, donc c'était des variables où j'avais une seule valeur à la fois dans ces variables. Par exemple, tout à l'heure, j'avais CH, j'avais CH1, j'avais taille, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, pour chaque variable utilisée précédemment, j'ai une seule valeur. Une seule valeur à la fois. Donc taille égale 8. Bien évidemment, taille, je peux le modifier en autre valeur. Mais à chaque fois, la variable en question avait une seule valeur à la fois. Si vous voulez, et ça c'est vraiment valable pratiquement dans si vous voulez, dans tous les langages de programmation, il y a possibilité d'avoir des variables qui vont pouvoir contenir ou sauvegarder plusieurs valeurs à la fois. Et si vous voulez, au niveau de l'algorithmique d'une façon générale, c'est ce qu'on appelle un tableau. Donc un tableau, c'est une structure de données qui peut garder, sauvegarder, mémoriser plusieurs valeurs à la fois. Et sur Python, c'est ce qu'on appelle les listes. Donc si vous voulez, une liste, c'est un tableau, c'est-à-dire le fait d'avoir sur une structure de données bien particulière, sur une variable, plusieurs valeurs à la fois, donc en même temps. Une chose qui n'était pas simple avec les variables simples que j'ai utilisées depuis le début, donc si vous voulez, plus ou moins de ce chapitre. Alors, donc, une liste ou bien un tableau, donc, elle va comporter plusieurs valeurs. Bien évidemment, ces valeurs vont avoir un certain ordre. Et puis, pour créer ces listes, bien pour créer une liste, et pour l'utiliser, vous allez voir, on va utiliser si vous voulez, les caractères crochets. Donc, les caractères crochets, c'est ce que vous voyez ici. Donc, crochet ouvert, crochet fermé, si vous voulez. Sur le clavier, donc je vais faire clavier visuel.
pour que vous voyez ça directement sur le clavier. Donc, il faut faire Alt GR. Donc, vous allez avoir ici. Ça, c'est pour donc crochet ouvert et puis crochet fermé. Alors, une autre particularité, bien évidemment, à partir du moment où une variable va contenir plusieurs valeurs, bien évidemment, pour qu'on puisse donc affecter quelque chose dans cette variable ou bien dans cette liste, ou bien pour pouvoir récupérer, ce qui est déjà contenu, on va utiliser ce qu'on appelle un indice. Un indice, c'est-à-dire vous allez indiquer le numéro de la valeur que vous êtes en train d'utiliser, de chercher sur cette liste. Parce que si vous voulez, à partir du moment où une liste va par exemple comporter plusieurs valeurs, par exemple 9, et puis virgule 10, virgule 6, virgule 3, virgule 8, virgule 6, par exemple, supposons que vous allez avoir une liste qui va avoir ces valeurs. Donc ici, combien de valeurs vous allez avoir? Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez avoir une liste avec 6 valeurs. Bien évidemment, ces valeurs sont ordonnées. C'est-à-dire ça, c'est la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur, la quatrième valeur, la cinquième valeur et la sixième valeur. Et si vous voulez, pour qu'on puisse accéder à chacune de ces valeurs, bien évidemment, on va utiliser l'ordre dans lequel elles apparaissent dans cette liste. Donc, par exemple, pour la première valeur, ça correspond à l'indice 0. Donc, si vous voulez, les tableaux et les listes généralement, le premier indice qu'on va utiliser, ça va pas être 1, comme je le dis premier, mais bon, ça va être l'indice 0. Et puis, la deuxième valeur, ça va être donc avec le numéro 1. Et puis, c'est le numéro 2. Et puis, le numéro 3, puis le numéro 4, et puis le numéro 5. Donc, la particularité, c'est qu'on commence avec un indice 0 et on termine bien évidemment avec l'indice taille moins 1. Donc, ici, la taille, c'est-à-dire le nombre, la taille de la liste, donc c'est le nombre de valeurs contenues dans cette liste, donc il y en a 6. Donc le dernier indice que je vais pouvoir utiliser, c'est la taille 6 moins 1, c'est-à-dire c'est 5. C'est ce que vous allez avoir ici. Donc l'accès à cette liste va se faire à travers un indice, donc qui commence de la valeur 0 à la valeur taille moins 1. Et bien évidemment, l'accès au dernier élément, donc je peux le faire avec l'indice moins 1, mais bon, ça c'est quelque chose de particulier. Alors, bien évidemment, je ne peux pas utiliser une liste avant qu'elle soit initialisée. Donc, je ne peux pas pouvoir récupérer quelque chose de cette liste, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième valeur, sans que cette liste soit initialisée. Bien évidemment, vous pouvez initialiser une liste avec cette écriture. Donc, par exemple, le fait d'écrire tab ici, c'est pour dire tableau. Tab, donc une variable qui s'appelle tab, qui va être une liste, donc qui va contenir les valeurs suivantes. Va contenir la valeur 2, 4, moins 6, 3 et 7. Donc ça, c'est une liste. Donc la valeur tab, c'est une liste de 5 valeurs. Donc ici, les valeurs, donc ce sont des nombres entiers. Donc il suffit à la fin de faire entrée, de cliquer sur la touche entrée pour que cette instruction soit exécutée. C'est-à-dire ici, j'ai affecté cette liste à la variable tab. Si par exemple maintenant je veux accéder ou bien je veux afficher la valeur du premier élément, si vous voulez, de cette liste, bien évidemment je vais faire tab, crochet, 0,
et je ferme crochet, je fais entrer. Donc il va afficher 2. C'est la valeur de l'élément avec l'indice 0. Si par exemple maintenant je veux afficher tab, je veux afficher le dernier donc correspond, bien évidemment je peux faire, ça c'est l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 et l'élément 4. Donc je fais crochet 4, donc il va afficher 7. Donc c'est ce que vous voyez ici. Bien évidemment, donc par exemple ici, pour commencer, cette liste contient des nombres entiers. Bien évidemment, je peux utiliser une autre liste avec d'autres types de données. Par exemple, je fais moi, donc moi, et puis je fais crochet. Et donc, dans le premier élément, je vais mettre la chaîne de caractères janvier. Et puis, dans le deuxième élément, donc, premier élément, c'est avec l'indice 0. Deuxième élément, c'est avec l'indice 1. Donc, je vais faire, par exemple, février. Virgule. Donc, ici, pour séparer les différents éléments d'une liste, il faut utiliser les virgules pour les séparer. Donc, je fais mars. Et après, donc, je fais le dernier élément, c'est avril. Bien sûr, je ferme crochet. Donc, dans cette nouvelle liste, qui s'appelle mois, j'ai combien de valeurs dans cette liste? J'ai une première valeur, une deuxième valeur, une troisième et une quatrième valeur. Donc là, j'ai 4, si vous voulez, une liste avec 4 éléments. Et chaque élément, ici, correspond à une chaîne de caractères. Par exemple, si maintenant je veux afficher le premier élément de cette liste mois, donc ça va pas être mois entre crochet 1, mais 0. Parce que je vous ai dit que la numérotation des éléments sur les listes commence à partir de 0. Donc là, je fais mois 0, c'est janvier. Si maintenant je fais mois 1, c'est février. Si je fais mois 2, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, c'est mars. Si je fais mois 3, donc c'est le dernier élément, avril. Si je fais mois moins 1, donc il va afficher le dernier, ça va être avril. Alors, si je reviens maintenant à la première liste, donc la première liste c'était tab. Supposons maintenant que je vais avoir cette écriture. A égale tab 0. À votre avis, qu'est-ce que veut dire cette instruction? Moi, je vais vous dire directement, ça c'est déjà une affectation. Et cela veut dire que je vais mettre l'élément avec l'indice 0 de la liste tab dans A. Donc, l'élément avec l'indice 0, c'est 2. Donc, c'est comme si j'ai fait ici, comme si, là ça devient, comme si ici, j'ai fait 2, donc je vais mettre la valeur 2 dans A. Il suffit maintenant d'afficher A, vous allez voir 2. Si maintenant, par exemple, vous faites A égale A, plus tab 3. Qu'est-ce que veut dire cela? Donc cette instruction, donc je vais additionner la valeur de A avec tab, avec l'élément où l'indice est 3 de la liste tab. Donc je vais lui additionner la valeur contenue dans A et puis le résultat je vais le mettre dans A. Donc tab 3 correspond à l'élément avec l'indice 3. Donc ça c'est l'élément avec l'indice 0, 1, 2, 3. Donc c'est la valeur 3. Donc la valeur 3. Et puis qu'est-ce que j'ai dans le A? J'ai la valeur 2. Donc ça va être 2 plus 3, donc 5. Donc la nouvelle valeur de A va être 5.
Donc là, vous voyez que les éléments d'une liste, je peux l'utiliser dans des expressions arithmétiques. Bien évidemment, sur le côté droit d'une affectation. Donc je peux les utiliser pour faire des opérations arithmétiques, plus, moins, et ainsi de suite. La même chose, par exemple, je peux faire, par exemple, P égale moi, donc cette fois-ci je vais utiliser la deuxième liste, donc c'est moi, donc c'est une liste de chaînes de caractères. Tab, c'était une liste de nombres entiers, donc si je fais moi, 2, donc cela correspond, donc ça c'est l'élément avec l'indice 2. Donc si je reviens à ma liste, donc ça c'est l'élément avec l'indice 0, ça c'est l'élément avec l'indice 1, et ça c'est l'élément avec l'indice 2. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans P par rapport à la dernière? Donc, je vais mettre Mars. Donc, la valeur de P, c'est Mars. Bien évidemment, ici, je vais essayer. Est-ce que je vais pouvoir afficher le contenu de cette liste? Il suffit juste d'écrire moi. C'est la liste. Donc, il va afficher le contenu. C'est la même chose comme n'importe quelle variable. Par exemple, ici, pour afficher la valeur d'une variable, j'ai fait P. Et puis j'ai cliqué sur la touche entrée. Donc il a affiché le contenu de cette variable. La même chose pour les listes. Donc je fais moi, je fais la touche entrée, donc il va afficher le contenu de cette liste. Si je fais maintenant tab, pareil. Alors, si on continue, donc l'accès, donc tout ça je l'ai expliqué, comment on va pouvoir accéder à un élément bien particulier sur une liste, comment je vais utiliser les éléments d'une liste particulière dans une, si vous voulez, dans une expression arithmétique, et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, si par exemple maintenant, je m'amuse par exemple d'accéder à tab 0, 1, 2, 3, 4, 5. À votre avis, est-ce qu'il y a un élément avec l'indice 5? Il n'y en a pas. Parce que si vous voulez, c'est toujours, je travaille donc avec, sur la liste tab. Donc ça, c'est l'élément avec l'indice 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Donc si vous voulez, le dernier élément va avoir l'indice 4. Donc, un élément avec l'indice 5 sur la liste tab n'existe pas. Si vous faites ça, vous cliquez sur la touche entrée, vous allez voir une erreur où on vous dit qu'il y a un dépassement de taille. Et ça, rappelez-vous bien que le dernier indice que je peux utiliser, c'est la taille de la liste moins 1. Ici, par exemple, quelle est la taille de cette liste? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, la taille égale à 5. Donc, le dernier élément, c'est avec l'indice 4. Donc, je peux pas accéder à un élément où il y a un dépassement sur l'indice. Ce qu'on peut faire également sur une liste ou bien sur un tableau, déjà par exemple, c'est de voir quel est le type, par exemple, donc du tableau de la variable tab. Donc, il suffit d'écrire type, tab, et puis donc on vous affiche le type donc de la variable tab. Donc c'est, si vous voulez, le nom officiel d'une liste ou bien d'un tableau sur Python, c'est liste, c'est en anglais. Ce qu'on peut faire également, c'est de modifier un élément en particulier sur la liste tab. Donc je réaffiche, donc si vous voulez, le contenu de la variable tab, donc de la liste tab. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Pour accéder au premier, donc c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, par exemple, si je décide maintenant de modifier cet élément, donc c'est l'élément avec l'indice 2, donc il suffit donc d'écrire tab 2, donc c'est pour désigner ou pour indiquer cet élément. Et maintenant, je peux écrire ici avec une affectation
la nouvelle valeur de cet élément. Par exemple, si maintenant je décide que cet élément, donc de la liste tab, va prendre la valeur 18. Donc sur une affectation, donc je vais mettre la valeur 18 dans l'élément avec l'indice 2 dans la liste tab. Donc si maintenant je réaffiche, bien évidemment je peux le faire également avec print, donc je fais print tab, entre parenthèses, et donc là vous voyez que si vous voulez, le troisième élément, donc c'est l'élément avec l'indice 0, a changé de valeur parce que là j'ai fait une affectation. Donc si vous voulez, cette écriture vous permet donc de modifier le contenu d'un élément particulier dans une liste. Donc c'est possible. Donc c'est possible soit de récupérer la valeur d'un élément, soit de la modifier. Donc si vous voulez, dans les deux sens, c'est possible. Essayons maintenant de voir ou d'aborder un autre aspect et revenons aux chaînes de caractères. Sur Python, une chaîne de caractères peut se voir comme, ou bien peut être considérée comme un tableau de caractères. Alors, si vous voulez, donc là, je vais faire par exemple une chaîne de caractères, une nouvelle variable, chaîne, avec bioinformatique. Donc ça, c'est une chaîne de caractères que j'ai affectée sur la variable chaîne. Donc le type de chaîne, c'est un str, donc chaîne de caractères, string. Donc si vous voulez, comme je viens de le dire, Python permet de voir cette variable également comme un tableau ou bien comme une liste de caractères. Parce que si vous voyez vraiment le contenu, c'est vraiment une liste, c'est-à-dire c'est plusieurs caractères dans un ordre bien précis. Alors regardons maintenant comment je vais pouvoir accéder, donc à partir du moment où je vais considérer une chaîne de caractères comme un tableau de caractères ou bien une liste de caractères. Donc il y a possibilité implicitement d'accéder à chaque caractère séparément. Si par exemple maintenant, donc si vous voulez cette chaîne, donc pour récupérer sa taille, donc il suffit d'écrire length, c'est pas donc len, et je mets chaîne. Donc la longueur ici, elle est de 15. Si maintenant par exemple je veux récupérer le premier élément, le premier caractère de cette chaîne, il suffit d'écrire donc le nom de la variable, le nom de la chaîne de caractères, chaîne, utilisez toujours. Donc là, ici, également, on va utiliser les crochets, parce que on va considérer cette fois-ci, ou bien Python nous permet donc de considérer cette variable, cette chaîne de caractères, comme un tableau, comme une liste. Donc pour accéder au premier caractère, il suffit d'écrire chaîne 0, avec l'indice 0. Donc les indices ici, également, commencent de 0, ils se terminent à la taille -1. Donc, chaîne 0, c'est B. Ça, si vous voulez, correspond à dire quel est l'élément avec l'indice 0 dans la chaîne de caractères ou bien dans la liste chaîne. Donc, c'est le B. Si maintenant, par exemple, je veux accéder au dernier, toujours chaîne, avec les crochets. Donc, bien évidemment, là, le dernier élément, je peux faire chaîne -1. Donc, ça va être le E. Comme je peux faire chaîne, donc la taille -1, c'est le dernier indice. La taille -1, donc 15 -1, c'est 14. C'est E. Bien évidemment, donc là, j'ai plus ou moins utilisé une chaîne de caractères, donc une liste pour récupérer des valeurs. Donc je peux également modifier des valeurs. Par exemple, il suffit d'écrire chaîne 0, supposons que le premier B, je veux si vous voulez le modifier, par exemple, pour mettre C, par exemple. Donc, il suffit de d'écrire chaîne 0, reçoit la valeur C. Alors, donc là, apparemment, si vous voulez, ça, ce n'est pas possible, contrairement aux listes. Donc, si vous voulez ici, une chaîne de caractères peut être considérée comme une liste, mais si vous voulez, pas totalement. Parce que là, par exemple, vous voyez que je viens, par exemple, je voulais modifier la valeur de la chaîne
du premier élément avec cette façon-là, donc c'est pas possible. Donc là, j'ai une erreur, si vous voulez. Alors, il y a une autre particularité des listes. Il y a une autre particularité des listes sur Python, c'est que les valeurs, parce qu'on a dit par définition une liste donc peut comporter plusieurs valeurs. Donc si vous voulez, les valeurs ou bien les différents éléments d'une liste peuvent être de type différent. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé tab. C'était quoi? C'était une liste de nombres entiers. Et j'ai utilisé moi, qui était une liste de chaînes de caractères. Bien évidemment, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas montré, mais une liste peut comporter plusieurs types de valeurs. Par exemple, on va utiliser par exemple liste avec E. Parce que liste sans E, j'ai pas le droit de l'utiliser parce que c'est normalement c'est un mot réservé au langage Python. Donc je fais liste E. Et là, par exemple, je vais essayer donc de définir une nouvelle liste. Ça va être juste un exemple. Donc ça va être n'importe quoi. Par exemple, je vais faire janvier, virgule, je vais faire 5,9, virgule 15, virgule 15 G plus 9, virgule, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une liste. Donc la variable, le nom de la liste, c'est liste avec E. Et puis ici, j'ai combien d'éléments? J'ai 1, 2, 3, 4 éléments. Et si vous voulez les valeurs, la première valeur c'est janvier, une chaîne de caractères. Après c'est 5,9, un nombre réel. Et puis 15 c'est un nombre entier. Et puis 15 G plus 9 c'est un nombre complexe. Donc là vous voyez qu'il y a possibilité d'utiliser ou de définir une liste où les valeurs sont issus de plusieurs types différents. Donc là, de la même façon, si je veux accéder au premier élément, il suffit de faire liste 0 entre crochets, il va afficher janvier. Si je veux le deuxième élément, donc avec l'indice 1, il suffit d'écrire liste crochet 1, et ça va être 5,9. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très très intéressant sur Python. C'est la possibilité d'avoir des tableaux avec plusieurs types de données possibles. Bien évidemment, on peut pousser, si vous voulez, la réflexion un peu loin. Et si vous voulez, en Python, il y a possibilité de faire une liste de listes. Par exemple, regardez. Si je fais maintenant variable t, par exemple. Donc, le premier élément, ça va être janvier. Donc, une chaîne de caractères. Et puis, le deuxième élément, ça va être un nombre entier. Et puis, le troisième élément, ça va être une liste composée, cette fois-ci, de deux éléments, par exemple, de type différent. Donc ça, c'est possible avec le langage Python. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai déclaré? Qu'est-ce que j'ai défini? J'ai défini une liste qui va avoir trois éléments. Le premier élément, c'est une chaîne de caractères. Le deuxième élément, c'est un nombre entier. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est une liste composée de deux éléments. Donc si vous voulez, ici, avec Python, donc il y a plusieurs possibilités. Déjà, une liste peut comporter plusieurs types de données. Et puis, je peux, un élément d'une liste peut être une autre liste. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, à la place de Tata, je pouvais faire une autre liste et ainsi de suite. Donc, une liste, deux listes, deux listes, si vous voulez. Donc ça, c'est possible avec le langage Python. Et bien évidemment, si par exemple, maintenant, je peux vérifier le type de T, de la variable T, de la liste T, ça va être liste. Donc c'est exactement comme tab, qui était une liste de nombres entiers. C'est la même chose que type. Donc si je fais type moi,
qui était une liste de chaînes de caractères, et ainsi de suite. Alors, quels sont donc à peu près dans la même philosophie, dans la même logique qu'on a déjà faite, qu'on a déjà utilisé, pardon, avec les chaînes de caractères. On va regarder maintenant quelles sont les différentes fonctions que je peux utiliser sur les listes. Bien évidemment, il y a les deux opérateurs plus et multiplication qu'on peut utiliser avec les listes. Par exemple, le fait d'avoir une première liste T, une deuxième liste T1, le fait d'écrire T plus T1, ça va générer un troisième tableau qui va être composé des éléments de T plus les éléments de T1, donc dans ce sens. Donc si vous voulez ici, l'ordre pour utiliser donc la concaténation des listes est important. Donc on commence par la première liste et puis la troisième liste. Donc là par exemple, si je fais ça, si j'essaie de faire ça directement sur l'interpréteur Python, donc je vais faire bien sûr T, maintenant je peux lui affecter une nouvelle valeur. Et ça, si vous voulez, c'est une particularité de Python. À partir du moment où le type de données ne va pas être déclaré explicitement, une variable particulière peut changer, peut changer donc son contenu, c'est tout à fait normal, et peut également changer son type de données. Donc là, par exemple, je peux utiliser le T, donc malgré que je l'ai déjà ici. Donc, si maintenant je vais l'utiliser, donc je vais écraser les anciennes valeurs. Donc dans T, donc je vais mettre 1, 2, virgule pour séparer les éléments, 3 et 4. La première liste. La deuxième liste, je vais mettre 5, 6, 7. Et puis, pour obtenir la concaténation des deux, donc il suffit d'écrire T plus T1. Donc c'est la troisième liste. Si je veux maintenant afficher le contenu de la liste T2, donc ça comporte les éléments de T plus les éléments de T1 dans ce sens. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très très fort. C'est vraiment quelque chose de très très important. Par exemple, avec le langage C, C++ et Java, pour vraiment concaténer deux tableaux avec cette façon-là, vraiment, il faudrait écrire tout un petit, on va dire un sous-programme et ainsi de suite. Contrairement ici à Python, où les choses vont se faire par le biais d'un simple opérateur, c'est qui est le plus. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait avec la concaténation des chaînes de caractères. Alors, pour la multiplication, par exemple, si vous voulez dupliquer le contenu d'un tableau, il suffit d'utiliser l'opérateur, donc, multiplication, duplication ou étoile. Donc là, par exemple, si par exemple maintenant, dans une autre liste, je veux multiplier le contenu de T, par exemple, 4 fois. Donc, il suffit d'écrire T fois 4. Si maintenant j'affiche T3, ça va être donc T, 1, 2, 3, répété 4 fois. Alors, bien évidemment, parmi les opérations que par moment on a besoin pour le faire, pardon, parmi ces opérations, donc c'est récupérer la taille d'une liste. Par exemple, si maintenant je veux récupérer la liste de T3, il suffit d'utiliser c'est la même fonction qu'on a déjà utilisée avec les chaînes de caractères. Donc c'est pour récupérer la longueur, donc c'est len pour length, et donc je fais len, par exemple de T3. Donc j'ai la valeur. Ou bien je peux faire taille pour vraiment mettre, parce que généralement pour récupérer la taille, c'est pour faire derrière soit des calculs, soit autre chose. Donc généralement on récupère la longueur dans une variable. Donc là par exemple T3. Donc si maintenant j'affiche taille, la variable taille, donc la taille c'est une variable entière. Donc c'est 16. Alors
parmi également les fonctions donc associées ou bien avec pas une fonction, mais parmi les possibilités qu'on peut trouver sur les listes sur Python, généralement dans une liste, on peut par exemple se poser la question si l'élément X est présent ou pas dans une liste. Et pour cela, on va utiliser deux mots clés qui sont également des mots réservés, donc de langage Python. C'est in pour dire est-ce qu'il est présent, not in pour dire elle n'est pas présent. Regardez, ça c'est un exemple, et bien évidemment le résultat à chaque fois de ça va être booléen pour dire oui ou non. Donc true pour dire oui, false pour dire non. Supposons, regardons maintenant, si par exemple sur le T3, je me pose la question suivante, est-ce que la valeur 5 est présente ou pas? Donc je peux faire 5 in T3. Donc là, je me suis demandé si la valeur, si l'élément 5 est un élément de la liste T3. Donc la réponse est false. Et bien évidemment, on peut vérifier. Donc là, vous voyez juste au-dessus. Donc vous avez T3. Donc le 5, c'est pas un élément de cette liste. Donc la réponse est false. Donc c'est tout à fait normal. Si maintenant on se pose la question sur le 1, est-ce que le 1 est présent? Donc, T3. La réponse est true. Est-ce que, donc je peux inverser la logique, dire est-ce que le 5 n'est pas un élément de T3? Donc le 5 n'est pas un élément. Donc cette fois-ci, la réponse va être true. Est-ce que le 1 n'est pas un élément? La réponse est faux. Donc le 1 c'est un élément de T3. Donc si vous voulez ça également, c'est des mots clés, je ne vais pas dire une fonction, mais ce sont deux mots clés qu'on peut utiliser également sur les listes pour répondre à cette question qu'on se pose souvent. Après, ça dépend de la problématique que vous êtes en train de traiter, mais est-ce que l'élément X est présent dans une liste ou pas? Donc ça, je peux le faire avec in et avec not in. In pour dire est-ce qu'il est présent, not in pour dire est-ce qu'il n'est pas présent. Et bien évidemment, la réponse à chaque fois, ça va être on va dire le type booléen, donc soit true, soit false. True c'est vrai, false c'est faux. Alors, il y a également donc d'autres fonctions. Bien évidemment là, il ne s'agit pas de citer ou d'énumérer ni de lister toutes les fonctions possibles, mais au moins vous présenter les fonctions les plus utilisées. Et donc là, il y a une autre fonction qui permet, par exemple, d'ajouter un nouvel élément dans une liste. Donc généralement, les listes, ce ne sont pas des listes statiques, avec vraiment un nombre figé d'éléments. Donc ces listes, à un moment donné, peuvent évoluer dans le contenu et peuvent également évoluer dans la taille. Par exemple, si maintenant je veux ajouter un nouveau élément, donc là je vais réafficher le T. Si maintenant, par exemple, je veux ajouter un nouvel élément, donc il y a, par exemple, je peux le faire apparemment selon deux manières. Donc je peux utiliser la fonction append. Donc par exemple, si je veux maintenant ajouter l'élément 5 dans cette liste, donc l'élément 5 dans la liste T. Donc il faut écrire T.append et après entre parenthèses, je vais donc mettre l'élément que je veux ajouter. Donc si maintenant je réaffiche le contenu de T, donc là j'ai un nouvel élément que bien évidemment chaque élément ajouté par la fonction append va être ajouté à la fin. Comme je peux préciser exactement là où je veux ajouter donc l'élément en question. Cette fois-ci avec une autre fonction qui s'appelle insert. Et là je vais, donc si vous voulez, il va y avoir deux
informations à fournir. La première information, c'est la position dans laquelle je veux ajouter l'élément, par exemple ici 30. Donc là, par exemple, si je veux maintenant ajouter une nouvelle valeur, par exemple 2,5, et je veux mettre 2,5 sur le troisième élément. Donc le troisième élément, donc c'est la position 2. Donc maintenant je vais faire t insert. Donc je vais lui dire que je veux ajouter la valeur 2,5 sur la deuxième position. Donc je fais 2, donc je vais ajouter 2,5 et c'est bon. Si maintenant j'affiche t, donc là j'ai 1, 2, donc l'élément que je viens d'ajouter, donc c'est le deuxième argument, c'est le deuxième paramètre. Donc ici je l'ai précisé, j'ai précisé sa position, on va dire souhaitée, voulue. Donc je lui dis que je veux ajouter 2,5, donc l'élément 2,5 sur la deuxième position, donc 0, 1, 2. Donc là sur la deuxième position j'ai 2,5. Donc si vous voulez, si par exemple je veux ajouter un élément à la fin, donc c'est append, si je veux vraiment préciser sa position dans la liste, donc bien évidemment c'est avec insert. Alors, si maintenant par exemple je veux supprimer un élément d'une liste, bien évidemment vous allez avoir la fonction del pour delete, donc c'est pour supprimer. Donc pour delete, si vous voulez supprimer un élément, vraiment, c'est del, et vous allez lui dire quel est cet élément. Donc je vais par exemple, si je veux maintenant supprimer cet élément, donc avec la valeur 3, donc c'est un élément avec quel indice? C'est 0, 1, 2, 3. Donc je vais faire T, et entre crochets, l'indice de cet élément. Donc là, si vous voulez par hasard, l'indice va prendre la même valeur de l'élément. Mais bon, peu n'importe. Donc quand je fais T3, cela veut dire que je veux supprimer l'élément avec l'indice 3 de la liste T. Donc je compte ça, c'est l'indice 0, 1, 2, 3. Si maintenant je réaffiche les valeurs de la liste T, donc là, j'ai la liste T sans cet élément que je viens de supprimer avec la fonction del. Et c'est vraiment, il faut à chaque fois, donc si vous voulez pour les fonctions associées, à chaque fois je vous montre la syntaxe qu'il faut utiliser. Vous allez mieux comprendre par la suite, quand on arrive à la programmation orientée objet, vous allez comprendre pourquoi par moment je fais le nom d'une fonction et puis je mets directement un paramètre entre parenthèses et par moment je fais le nom de variable point et puis la fonction. Si vous voulez, c'est une petite différence d'écriture que vous allez mieux comprendre par la suite quand on arrive à la programmation orientée objet. Alors apparemment, il y a une autre façon, c'est avec la fonction remove. Et donc, pour la fonction remove, on va vraiment préciser, si vous voulez, l'élément. C'est-à-dire, on va mettre, c'est la valeur qu'on veut supprimer. C'est par exemple maintenant, je veux supprimer la valeur 2. Donc, il suffit d'écrire t.remove. Puis entre parenthèses, qu'est-ce que vous voulez supprimer? Vous voulez supprimer l'élément avec la valeur 2. Et bien sûr, si vous réaffichez le T, donc la liste, vous allez avoir la liste T sans l'élément 2. Donc, il faut vraiment faire la différence entre del, donc delete et remove. Delete, vous allez préciser ici entre crochets, c'est ce qu'on fait depuis le début. Entre crochets, c'est l'indice. Et là, pour remove, vous allez préciser le contenu de l'élément. Donc, il faut vraiment faire la différence entre l'indice. Donc, l'indice, c'est une sorte d'adresse. Alors, vous allez dire la position dans une liste, et puis la valeur, donc c'est la valeur contenue d'une variable ou bien d'un élément bien particulier dans une liste. Bien évidemment, vous avez à chaque fois sur le support donc électronique de ce cours, vous avez à chaque fois des précisions bien évidemment
pour éviter toute confusion possible. Ce qu'on peut faire également sur une liste, c'est de faire une opération qui s'appelle le tri. Le tri, c'est le fait d'ordonner ou de trier, donc d'ordonner les éléments selon un ordre bien particulier. Par exemple ici le T, il est déjà trié, donc ça c'est un tri, il est déjà trié selon un ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Bien évidemment, donc si par exemple je fais une autre, par exemple la liste L majuscule, et donc je vais essayer de reprendre l'exemple que vous voyez ici, donc je fais 3, donc toujours virgule, le caractère virgule pour séparer les éléments d'une liste. 0, 6, moins 2, 9, moins 5 et 10. Donc là, je viens de créer une nouvelle liste L avec ces éléments. Donc là, j'ai combien d'éléments? Je peux le vérifier comme ça. Donc j'ai 7 éléments. C'est maintenant, je veux trier, parce que là, si vous voulez, les valeurs de la liste L ne sont pas triées. C'est-à-dire 3, 0, 6, moins 2, 9. C'est donc si je veux avoir une liste triée selon un ordre croissant, donc l'ordre croissant de la plus petite valeur à la plus grande valeur, donc si vous voulez, c'est le tri par défaut. Donc là, il suffit d'écrire L.sort, donc sort en anglais veut dire trier en français. Et puis je fais donc les deux parenthèses avec cette écriture. Et donc là, si maintenant je réaffiche le contenu de la liste L majuscule, donc je vais avoir moins 5, moins 2, 0, 3, 6, 9, 10. C'est-à-dire, et là, si vous voulez, cette fonction permet de trier les éléments qui se trouvent dans une liste donnée. Et bien évidemment, si vous voulez accéder ou avoir d'autres fonctions, il suffit toujours, donc si vous n'avez pas Internet, bien évidemment, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le help. Donc le fait d'écrire help, et vous lui précisez que vous voulez avoir de la documentation sur le type liste, donc il suffit d'écrire help entre parenthèses liste, liste sans E. Donc liste, c'est le nom officiel des tableaux ou bien des listes au niveau de Python. Donc après, il va bien évidemment vous afficher toutes les fonctions associées à ce type de données qui est donc liste. Et si vous voulez, c'est vraiment un type de données très riche en Python qui permet de faire beaucoup de choses. Si vous voulez, avec quand même une manière très simple et très facile. Essayons maintenant donc de passer et d'enchaîner sur une autre structure de données qui s'appelle les tuples. Les tuples, si vous voulez, vous allez voir, pour être simple, c'est une liste statique, une liste donc déjà qui va bien évidemment avoir plusieurs valeurs ordonnées comme les listes. Donc tuple va comporter plusieurs valeurs ordonnées, mais la particularité par rapport aux listes, c'est que les tuples vont être non modifiables. Donc une fois vous définissez leurs valeurs, les valeurs ne vont pas changer. Si vous voulez, tout à l'heure sur les listes, donc il y avait possibilité de modifier un élément particulier d'une liste. Il y avait possibilité d'ajouter ou de supprimer un élément dans une liste. Donc si vous voulez, ça ne va pas être possible avec ce qu'on appelle les tuples. Donc c'est pour ça ici j'ai dit tableau statique, comme je pouvais dire liste statique. Statique pour dire qu'il n'est pas modifiable. Donc une autre différence, bien évidemment, pour distinguer les tuples des listes. Donc dans les listes, que ce soit pour leur création, on utilisait les crochets.
Pour accéder à un élément, on utilisait les crochets, pour modifier, ainsi de suite. À chaque fois, on utilisait des crochets. Donc, les tuples, pour faire, bien évidemment, pour les distinguer par rapport aux listes, donc ici, pour les tuples, on va utiliser les parenthèses. Et bien évidemment, l'accès aux éléments d'un, on va dire, de tuple va se faire de la même façon, c'est-à-dire avec un indice, donc il commence de la valeur 0 à la valeur time -1. Et bien évidemment, l'accès au dernier élément peut se faire avec l'indice -1. Et donc, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, non modifiable pour dire pas de possibilité. Donc, de modifier un élément déjà existant, il n'y a pas possibilité d'ajouter ou de supprimer d'éléments. Donc, si vous voulez, l'initialisation se fait de la même façon que les listes, mais en utilisant des, si vous voulez, si vous voulez, des parenthèses. Donc là, par exemple, si maintenant je fais T, les parenthèses, 1, 5, -2, -3. Donc là, vous voyez que le T, c'est un nom que j'ai déjà utilisé auparavant et que je peux utiliser même après, et bien évidemment, le type va changer. Donc ça, c'est une possibilité parce qu'il n'y a pas de typage, on va dire, explicite sur Python. Si maintenant je fais type T, donc ça va être tuple. Donc c'est vraiment un autre type par rapport aux listes. Mais bien évidemment, si je veux accéder au premier élément d'un tuple, bien évidemment, je peux le faire en faisant T. Je ne vais pas utiliser les crochets, mais je vais utiliser les parenthèses. Bien sûr, le premier élément, donc c'est avec l'indice 0. Donc c'est... Alors, à votre avis, pourquoi j'ai pas pu accéder donc là, vous voyez que l'accès, apparemment, va se faire de la même façon que les listes. Donc T, donc si vous voulez, les parenthèses, donc là quand même, je reprécise une chose, c'est que les parenthèses, c'est uniquement pour la création. Après, si on veut accéder à un élément d'un tuple donné, donc une liste qui soit pas modifiable, il faut utiliser toujours les crochets. Donc il faut faire T0, donc il va afficher l'élément avec l'indice 0, donc sur ce tuple, donc c'est le 1. Donc c'est ça. Bien évidemment, si je fais T-1, c'est -3. Donc c'est vraiment le dernier élément. Donc le dernier élément, il est là. Donc je répète, donc les tuples, donc ce sont des listes statiques, donc qui sont pas modifiables. Donc une fois on définit leur valeur ne va pas changer. Donc il n'y a même pas possibilité d'ajouter ou de supprimer un élément. Alors l'accès va se faire de la même façon que les listes. C'est-à-dire l'indice va commencer de la valeur 0 à la valeur time-1. Et pour l'accès, et donc tout accès et toute manipulation va se faire avec les crochets. Donc si vous voulez, les parenthèses, c'est uniquement pour la création. Probablement, vu comme ça, vous n'allez pas vraiment apercevoir l'intérêt des tuples, comme ça. Mais je peux vous garantir que dans certaines situations, l'utilisation des tuples, c'est vraiment quelque chose de très très utile. Et notamment quand vous allez avoir des listes où vous savez déjà, a priori, que les valeurs de ces listes ne vont pas changer, et donc vous ne voulez pas donner la possibilité pour que ces valeurs change, donc il y a la possibilité d'utiliser donc les tuples. Donc les tuples, tout simplement, donc ce sont des listes statiques, non modifiables, avec une autre particularité par rapport aux listes où on utilise les crochets dans la création et dans l'accès. Ici,
Pour la création, donc on va utiliser les parenthèses comme vous voyez ici. Donc là, au moment où je veux accéder à un élément bien particulier dans un tuple, bien évidemment, il faut utiliser les crochets, à peu près de la même façon que, dans une liste. Et puis, par exemple, là, si on s'amuse à modifier quoi que ce soit, par exemple, si je veux modifier le premier élément d'un tuple, en lui affectant une nouvelle valeur, ça va pas être possible. Donc là, on vous dit qu'une variable tuple, de type tuple, ne supporte pas une modification, plus ou moins. Même si je fais del, par exemple, si je veux supprimer le premier élément d'un tuple, en précisant donc del, T0, ça va pas être possible. Donc ça va être la même, plus ou moins le même message d'erreur. Donc il y a là plus ou moins une dernière structure de données que je voulais vraiment vous présenter, parce que vous allez voir que là il va y avoir beaucoup de différences par rapport aux listes. C'est ce qu'on appelle les dictionnaires. Donc c'est une structure de données, on va dire plus ou moins avancée, sur Python. Donc dictionnaire, donc c'est une structure de données, vous allez voir, non ordonnée, contrairement aux listes. Donc ça va être un ensemble où je ne vais pas utiliser l'indice, la position que j'utilisais déjà chez les listes pour accéder à un élément en particulier. La création d'un dictionnaire, donc d'une variable de type dictionnaire, va se faire à l'aide des accolades cette fois-ci. Donc les accolades, c'est ce que vous voyez ici. Donc je répète, donc pour la création, donc les listes, c'était les crochets. De mettre donc ça ici. Donc pour les créations, donc liste, c'était les crochets. Tuple, c'était les parenthèses. On va dire dictionnaire, même si on va voir le nom officiel, donc ça va être avec les accolades. Alors, chaque élément, donc bien évidemment, un dictionnaire, c'est un ensemble d'éléments. À peu près, on va dire, donc ça va être un ensemble d'éléments, mais bien évidemment, un ensemble d'éléments non ordonnés. Donc il ne va pas y avoir un ordre. Et si vous voulez, chaque élément va être composé de deux choses. D'une clé, et puis d'une valeur, de sa valeur. Donc, en plus de sa valeur, chaque élément va avoir une clé. Et si vous voulez, c'est cette clé qui va nous permettre d'accéder à un élément en particulier. Donc c'est pour ça ici, vous allez voir que l'accès sur une variable de type dictionnaire va se faire en utilisant une clé, pas un indice comme on l'a déjà fait dans les listes et dans les tuples. Vous allez mieux comprendre avec les exemples. Alors, l'accès donc aux valeurs de dictionnaire, ça va se faire donc à travers des clés. Et si vous voulez, ici pour comprendre rapidement pourquoi on a utilisé déjà ce nom un peu, je ne vais pas dire bizarre, mais curieux d'utiliser dictionnaire, parce que si vous voulez par exemple, si vous voulez par exemple utiliser le dictionnaire, généralement vous allez avoir un mot que vous allez chercher sur le dictionnaire pour obtenir, on va dire, la signification ou bien le synonyme et ainsi de suite. Donc si vous voulez, pour chercher si vous voulez la signification d'un mot en particulier, au niveau des dictionnaires, vous allez chercher des mots. Donc les mots, si vous voulez, ici, représentent ce qu'on appelle les clés. Bien évidemment, vous n'allez pas accéder directement sur une page avec un numéro de page. C'était le cas avec les listes. Donc ça, c'est une petite métaphore pour que vous puissiez comprendre. Mais vous allez chercher un mot en particulier pour récupérer sa signification. Si vous voulez, la signification, donc c'est la valeur. Le mot, donc, c'est ce qu'on appelle une clé. Alors, les clés peuvent être de n'importe quel type. Donc, ça peut être des entiers, ça peut être des réels, ça peut être des chaînes de caractères. Et puis, un dictionnaire peut contenir
à peu près dans la même logique que les listes et les tuples, des éléments de différents types. Donc, si vous voulez, les valeurs que je vais retrouver dans les éléments d'un dictionnaire peuvent être de types différents. Alors, essayons maintenant de voir qu'est-ce que ça va donner concrètement. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais utiliser une variable qui s'appelle animal, qui va être un dictionnaire. Donc, pour un dictionnaire, donc la création ou bien l'initialisation d'une variable de type dictionnaire donc va se faire avec les accolades. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans les accolades? Donc, par exemple, si je décide que dans cette variable de type dictionnaire que je vais mettre trois éléments, bien évidemment, les éléments vont être séparés toujours par des virgules. Alors, le premier élément, donc je vais avoir deux parties. Je vais avoir la partie clé et la partie valeur. Supposons que pour le premier élément, donc, je vais avoir, donc la clé c'est le nom, la valeur c'est, par exemple, girafe. Des chaînes de caractères, là, vous voyez. Et puis, je vais avoir dans le deuxième élément, donc la clé c'est taille, et puis la valeur, ça va être un nombre réel, 5 par exemple, 5 mètres. Et puis, dans le dernier élément, donc la clé, ça va être le poids, et puis, la valeur de cet élément, ça va être 1100 kg, par exemple. Donc là, vous voyez, au niveau de l'initialisation d'un dictionnaire, donc ici, j'ai défini une variable animale de type dictionnaire qui va comporter trois éléments. Dans chaque élément, je vais avoir deux parties. La partie clé et la partie valeur. Et ils sont séparés par deux points. Vous voyez à chaque fois, clé, valeur. Et bien évidemment, les différents éléments sont séparés par des virgules. Donc là, par exemple, je viens donc de définir une variable de type dictionnaire qui s'appelle animal avec trois éléments. Et pour chaque élément, donc j'ai défini la paire clé, valeur. Clé, valeur. Donc là, je viens de... Donc, c'est bon, j'ai fait la création ou bien la définition ou l'initialisation de cette variable. Alors maintenant, si je veux l'afficher, ça va être, donc je vais juste de faire le nom de la variable et puis de cliquer sur le bouton Entrée. Ou bien de faire print le nom de la variable, puis voilà. Alors, c'est très bien. Ce qu'on peut regarder également, c'est le type, c'est le nom officiel donc de type dictionnaire sur Python. Donc, il suffit de faire type animal, donc le nom de la variable, faire entrer. Donc, c'est dict, c'est pour dire dictionary ou bien dictionnaire. Donc, dict, c'est le nom officiel de la structure de données dictionnaire sur Python. Si maintenant, donc ça c'est bien, c'est très bien, ça marche, donc j'ai les accolades pour la création, contrairement à liste où j'utilisais crochet, tuple j'utilisais les parenthèses. Essayons maintenant d'accéder. Donc si vous voulez ici, l'accès va se faire également, comme les listes, comme les tuples, donc c'est le dictionnaire, donc si vous voulez, l'accès va se faire toujours par les crochets. Donc si vous voulez, essayez de retenir ça. Pour la création, donc ça c'est la particularité de chaque structure de données donc présentée jusqu'à maintenant dans le cours. Donc les listes c'est les crochets, tuples c'est les parenthèses, dictionnaire c'est les, ou bien on va dire dict, pour utiliser le nom officiel, donc c'est les accolades. Et puis pour accéder, pour l'accès, donc sur les trois structures de données, vous allez utiliser les crochets. Et bien évidemment ici, les dictionnaires, contrairement aux listes, il n'y a pas la notion d'indice, il n'y a pas la notion de position, parce que les éléments ne sont pas ordonnés. Donc il y a une autre façon pour accéder aux différents éléments, c'est utiliser les clés. Donc là par exemple, si je veux accéder à l'élément avec la clé nom. Donc il suffit d'écrire animal
Et entre crochets, je vais mettre la clé de cet élément. Et bien évidemment, ça, c'est pour accéder à sa valeur. Donc, c'est girafe. Donc, pour accéder à la valeur d'un élément, il faut introduire sa clé entre crochets. Si maintenant, par exemple, je veux accéder à l'élément avec la clé poids. Donc, je précise la clé entre crochets. Pour les listes, je précisais la position, l'indice, parce que c'est un ensemble d'éléments ordonnés. Ici, pour les dictionnaires, donc je vais préciser entre les crochets la clé pour récupérer la valeur donc de l'élément en particulier. Donc là, je fais animal entre crochets poids. Et donc là, j'ai utilisé la clé de cet élément. Et bien évidemment, ici, les clés, tous les clés, donc là, vous voyez nom, c'est la première clé, taille, c'est la deuxième clé, poids, la troisième clé. Donc toutes les clés sont de type chaîne de caractères. Bien évidemment, peuvent avoir d'autres types et ainsi de suite. Et là, donc, vous voyez l'élément ou bien les valeurs. Donc là, c'est une chaîne de caractères pour le premier élément. Ça, c'est un nombre réel pour le deuxième élément. Et ça, c'est un nombre entier pour le troisième élément. Donc là, si je fais animal, entre crochets, la clé, poids, chaîne de caractères, donc je vais récupérer cette valeur. Donc ça va être 1100. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si maintenant, par exemple, c'est une autre manière d'accéder à un ensemble d'éléments. Donc, si vous voulez, par exemple, si on s'amuse à par exemple, utiliser une clé qui n'existe pas dans ce dictionnaire. Par exemple, si je fais poids, sans S, il ne va pas reconnaître. Donc, il va pas reconnaître, donc parce que si vous voulez, sur la liste animale, ou pardon, sur le dictionnaire animal, j'ai pas une clé qui prend cette forme. Donc j'ai une clé avec poids, mais c'est DS. C'est une chaîne de caractères. Donc c'est une façon, si vous voulez, une autre façon d'accéder à un ensemble d'éléments. Donc ce sont les dictionnaires. Si vous voulez, les dictionnaires sont très utilisés, contrairement aux tuples, et donc sont très utilisés, probablement pas autant que les listes, parce que quand même les listes, ça reste structure de données de base. Dans la situation où je veux sauvegarder plusieurs valeurs à la fois, mais les dictionnaires quand même c'est une autre façon, notamment comment, bien évidemment les listes, l'accès aux listes reste quand même relativement très simple par rapport aux dictionnaires, parce que pour les dictionnaires il faut à chaque fois avoir ce qu'on appelle une clé pour récupérer la valeur, et donc la clé, si vous voulez, va prendre la place d'un indice, si vous voulez, par rapport aux listes, mais quand même c'est une structure de données très intéressante. Alors, on va à peu près faire les choses, on va dire dans la même logique. Et donc là, je vais vous présenter quelques fonctions associées au dictionnaire. Bien évidemment, la première chose qui peut venir en tête sur les fonctions, bien sûr, les opérations qu'on a besoin, par exemple, de faire sur un dictionnaire, sur une variable de type dictionnaire, c'est déjà ajouter un nouvel élément. Donc, ajouter un nouvel élément, donc, si vous voulez, va se faire de la façon suivante. Donc, il suffit, par exemple, là, si maintenant, je veux ajouter un nouvel élément avec donc cet élément. Donc, si vous voulez, quand je parle d'un élément dans un dictionnaire, donc je dois réfléchir, si vous voulez, directement à la paire clé-valeur. Donc, je dois avoir vraiment ces deux choses pour pouvoir ajouter un élément sur un dictionnaire, contrairement à une liste où je dois avoir juste la valeur de cet élément. Donc ici, je vais avoir quand même la clé et la valeur. Donc si maintenant je veux ajouter un nouvel élément sur la variable de type dictionnaire animal, je vais donc faire animal,
entre crochets. Donc j'introduis la clé du nouvel élément, donc par exemple A bêta, et donc je lui affecte ici la valeur. Donc la valeur, ça va être savane. Là où généralement les girafes vivent, si vous voulez. Donc là, je fais entrer, donc j'ai exécuté, et ça, si vous voulez, le sens de cette instruction, c'est que je viens d'ajouter un nouvel élément sur le dictionnaire animal, et cet élément, sa clé c'est habitat, entre crochets, et puis sa valeur c'est savane. Si maintenant je m'amuse à afficher animal, donc bien évidemment, j'ai un nouvel élément qui a été ajouté à la fin. Donc ici à la fin, dire à la fin, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est un ensemble non ordonné. Donc là, je viens d'avoir un nouvel élément qui a été ajouté sur le dictionnaire animal, et bien évidemment, ce nouveau élément va avoir donc la clé habitat, chaîne de caractères, et la valeur savane, chaîne de caractères toujours. Donc ça c'est comment ajouter un élément à un dictionnaire. Je peux également récupérer le nombre d'éléments d'un dictionnaire ou là dans un dictionnaire. Donc là par exemple il suffit toujours d'utiliser la même fonction qu'on a déjà utilisée pour les chaînes de caractères, pour les listes. Ça marche également pour les tuples, donc ça marche également si vous voulez, ça marche également pour les dictionnaires, c'est LEN, pour dire la longueur. Donc, il suffit donc d'écrire, donc, il suffit donc d'écrire LEN, animal. Donc c'est 4. Donc il y a 4 éléments. Donc regardez, si je fais animal, donc j'ai 4 éléments. Et bien évidemment, les éléments sont séparés par virgule à chaque fois. Donc ça c'est le premier, ça c'est un élément, un premier élément, un élément, ça c'est un autre, ça c'est un autre et ça c'est un autre. Donc c'est 4. Alors, je peux également récupérer toutes les valeurs d'un dictionnaire. Les valeurs, pas les éléments, pas les clés, c'est les valeurs. Donc bien évidemment, là, il suffit de faire animal.values. Values pour dire valeur. Et donc là, vous allez avoir tous les valeurs de dictionnaire. Donc, valeur, c'est la deuxième partie de chaque élément. Donc, je vous rappelle, un élément dans un dictionnaire, c'est 2 choses, une clé et une valeur. Un élément dans une liste, c'est uniquement plus ou moins une valeur. Avec, bien sûr, et cet élément va avoir un indice. Et si vous voulez, l'indice permet d'accéder aux différents éléments d'une liste. La clé permet d'accéder aux différents éléments d'un dictionnaire. Donc c'est ça, si vous voulez, la différence majeure entre une liste et un dictionnaire. Récupérer toutes les clés d'un dictionnaire, donc je fais également à peu près de la même façon en faisant animal.case, case pour dire clé. Et donc là vous allez avoir nom, taille, poids et habitat. Et bien évidemment, si vous voulez avoir si vous voulez la documentation complète, il suffit d'écrire help et vous mettez entre parenthèses le nom officiel de type dictionnaire sur Python, c'est dict, D-I-C-T, minuscule.